Clément est normalien agrégé. Il est docteur en histoire. Je ne sais pas si la thèse a été publiée ou pas encore. Elle va l'être, mais elle ne l'est pas encore. Elle ne l'est pas encore. Une thèse sous le titre « La Chine à fleur de peau, agent d'influence anglophone et francophone en Chine et différences chinoises des corps des années 1830 au début des années 1920 ». Ça, c'est le titre de la thèse. Et maintenant, il va nous parler du thème « À l'ombre de la race, politique d'influence et savoir pratique sur la différence des corps dans la Chine du 19e siècle ». Clément. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Et je tiens tout d'abord à remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque de me donner cette occasion de venir présenter une partie de mes recherches. Donc, mon intervention va porter sur l'échelle chinoise des savoirs sur le corps. Comment se fait-il que la Chine, et j'insiste, pas la race jaune, pas l'Asie, la Chine, se soit imposée au 19e et au début du 20e siècle comme une échelle pertinente à laquelle formuler un certain nombre de savoirs au sujet des corps. Alors cette question, elle rejoint la question dont il a été question ce matin, notamment dans l'intervention de Franck Dicotter, de la racialisation de l'identité chinoise. Comment se fait-il qu'à partir de la fin du XIXe siècle, un certain nombre de réformateurs aient considéré la Chine, dans ses délimitations territoriales et politiques, comme une entité raciale ? Pour répondre à cette question, les historiennes et les historiens de la pensée raciale en Chine ont entremêlé un certain nombre de facteurs explicatifs. Le recyclage sous une forme raciale d'anciennes formes de définition de ce que c'est qu'être chinois, la référence par exemple culturelle à la couleur jaune dont il était question à l'instant, la construction du sentiment d'identité nationale pour lequel la race fournit un ciment puissant, la réaction encore à la racialisation occidentale des populations chinoises. Alors sur ce dernier point, plusieurs travaux ont finement étudié le jeu subtil de traduction, de réappropriation, de subversion aussi, dont cette racialisation occidentale des populations chinoises avait fait l'objet. Je vais en prendre deux exemples. Le premier, qui vient de s'afficher, ce sont les Chinese Characteristics du missionnaire américain Arthur H. Smith. C'est un ouvrage qui est publié à Shanghai en 1890, qui connaît ensuite un certain nombre de rééditions. L'auteur y liste 26 prétendues caractéristiques chinoises, dépréciatives bien sûr pour la plupart, en mobilisant aussi bien le registre de la psychologie ethnique, qui est une autre forme de pensée raciale, que celui de l'anthropologie physique, notamment lorsqu'il prête aux populations chinoises une sensibilité et un système nerveux déficient. Alors, si cet ouvrage m'intéresse ici, c'est parce que Lydia Liu, dans cet ouvrage, Translingual Practice, a étudié l'influence qu'il a exercée par l'intermédiaire de ses traductions japonaises sur ces fameux réformateurs chinois du tournant du XXe siècle, avec un essor de publications chinoises sur le caractère national chinois, notamment dans le cadre du mouvement du 4 mai, puis du mouvement de la nouvelle culture. Lydia Liu a étudié tout particulièrement la manière dont le célèbre écrivain Lu Xun se saisit de cet ouvrage. Lu Xun est convaincu que la faiblesse de la Chine tient bel et bien aux lacunes de son caractère national, mais il fait aussi un effort pour déracialiser, si l'on veut, ce caractère national, notamment en gommant la dimension corporelle qu'il avait chez Arthur H. Smith ou toute sa dimension d'atavisme racial. Premier exemple, donc, de cette subversion par les populations chinoises de la racialisation dont elles avaient fait l'objet depuis le début du XIXe siècle. L'autre exemple que je veux développer, c'est celui des travaux de Fu Tiachen sur les débuts de l'anthropométrie en Chine. Fu Tiachen a montré l'influence qu'a exercé sur cette anthropométrie chinoise des débuts de la période républicaine, qu'ont exercé les travaux anthropométriques des médecins occidentaux du XIXe siècle, et ceux notamment menés au sein du réseau de médecins missionnaires protestants dont j'ai longuement parlé tout à l'heure, la China Medical Missionary Association. Elle a montré la continuité entre ces deux formes d'anthropométrie, mais elle a surtout insisté sur l'opposition entre les deux, en montrant que là où, selon elle, les médecins occidentaux avaient cherché à mesurer les corps pour figer un type chinois, pour l'essentialiser, pour démontrer son infériorité, ces mêmes instruments anthropométriques aux mains de spécialistes chinois avaient plutôt servi à contrecarrer cette racialisation chinoise, en tout cas à démontrer que les populations chinoises n'avaient aucune infériorité par rapport aux populations occidentales. Alors c'est la même démarche
que Fu Tia-Chen a appliqué également à la question de la diététique, l'introduction de la diététique en Chine dans son bel ouvrage The Other Milk, et on retrouve une démarche assez similaire dans les travaux de Yue-Tsun Julia Chung sur la subversion de l'eugénisme chez des eugénistes chinois de la période républicaine comme Pan Guangdan. Donc, dans ces différents cas de figure, on s'est intéressé finement à la manière dont les instruments théoriques de la racialisation des populations chinoises avaient pu être réappropriés, subvertis, détournés par les populations chinoises au début du XXe siècle. On s'est moins intéressé, en revanche, à la manière dont Arthur H. Smith, d'un côté, les médecins missionnaires de la China Medical Missionary Association, de l'autre, avaient utilisé ces instruments théoriques. Ou plutôt, on a pris pour acquis le fait que ce qu'ils en avaient fait, c'était uniquement de racialiser les populations chinoises dans un double mouvement d'essentialisation et d'infériorisation de ces populations. On est parti du principe qu'une fois qu'on avait dit ça, qu'ils avaient racialisé les populations chinoises, on avait fait le tour de la question. Alors, ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que pour véritablement comprendre que ce soit les Chinese Characteristics ou les enquêtes anthropométriques de ces médecins missionnaires, il ne faut pas se contenter d'y voir l'application mécanique de théories anthropologiques et raciales qui auraient été formulées en Europe et aux États-Unis. À côté de cette genèse théorique, se demander d'où viennent ces outils théoriques de l'anthropométrie, de la psychologie ethnique, etc., il faut aussi faire une genèse pratique de ces travaux en se demandant pourquoi et comment ces outils ont été mobilisés en Chine au cours du XIXe siècle. Alors, cette genèse pratique, je n'ai pas le temps ici de la développer dans le cas d'Arthur H. Smith. Précisons uniquement que les caractéristiques chinoises qui sont au cœur de cet ouvrage recyclent un certain nombre de savoir-faire pratiques développés en Chine par des missionnaires, des diplomates, des médecins tout au long du XIXe siècle, qui se retrouvent déployés en Chine pour de longues carrières, qui doivent apprendre à y ajuster leurs pratiques professionnelles et qui, dans ce cadre-là, développent un certain nombre de savoirs, que ce soit sur l'étiquette chinoise que l'on retrouve dans les travaux d'Arthur H. Smith. Alors, je mentionne l'étiquette chinoise parce que c'est un exemple où cette filiation pratique est particulièrement flagrante chez Arthur H. Smith. Il publie par ailleurs un manuel à destination des jeunes missionnaires où la manière dont il traite de l'étiquette n'est pas du tout la même que dans cet ouvrage à destination du grand public. Quand il parle à des jeunes missionnaires, il insiste sur la nécessité d'apprendre les manières de saluer, d'apprendre à éviter les faux pas en Chine. Il insiste sur les différences à prendre en compte en fonction des différentes catégories d'interlocuteurs. Dans ces Chinese Characteristics, il ne s'embarrasse pas de ce type de nuances et il dresse un portrait essentialisant d'une étiquette tyrannique qui gouvernerait l'ensemble de la Chine et qui serait révélatrice d'un caractère national aux antipodes des caractères nationaux occidentaux. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais de la même manière, que ce soit dans son chapitre 11 sur l'absence of nerves des populations chinoises ou dans un chapitre 16 qu'il consacre à leur vitalité physique, il recycle en les rigidifiant des savoirs qui ont d'abord été développés au sein des réseaux de médecins missionnaires auxquels je vais m'intéresser maintenant dans le gros de cette intervention. Ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que l'organisation au cours du XIXe siècle de corps de médecins occidentaux spécifiquement déployés en Chine est destinée à y passer de longues carrières, a amené ces médecins à réfléchir aux spécificités de la pratique médicale en Chine et dans ce cadre à l'écart corporel qui séparerait les populations occidentales des populations chinoises. Ça ne veut pas dire que les théories raciales n'interviennent pas dans cette histoire, ça veut dire que cette histoire ne s'y résume pas et qu'il importe de situer précisément où intervient la race dans ces savoirs de terrain. Alors, dans ma thèse, je me suis intéressé à deux réseaux de médecins occidentaux en Chine, les médecins missionnaires protestants sur lesquels je vais me concentrer, et les médecins militaires déployés par le Quai d'Orsay auprès des différents consulats de la légation française de Pékin, etc., dont je n'aurai malheureusement pas le temps de parler aujourd'hui.
Alors, 3 temps scandront mon propos. Je reviendrai d'abord rapidement sur la mise en place d'un réseau de médecins missionnaires en Chine au cours du XIXe siècle. Je m'intéresserai ensuite au savoir-faire de la pratique médicale en Chine qui se constitue au sein de ce réseau. Et dans un dernier temps, je m'intéresserai à la place au sein de ce savoir-faire des réflexions sur l'écart corporel entre corps occidentaux et corps chinois. Et je essaierai de situer ces savoirs par rapport au savoir anthropologique du temps. Alors commençons par ce déploiement de médecins missionnaires et par le premier d'entre eux, Peter Parker, médecin et missionnaire américain qui est connu dans la géographie protestante comme l'homme ayant ouvert les portes de la Chine avec un scalpel. Il arrive en 1834 à Canton. L'année suivante, il y ouvre le premier hôpital missionnaire de Chine. Et vous voyez ici le portrait qu'en fait le peintre cantonais Lam Tua. Je n'ai pas le temps de développer, mais les peintures de Lam Tua, qu'il fait des patients de Peter Parker, jouent un rôle important dans les craintes pathologiques autour de la Chine, dont il était question à l'instant dans la précédente intervention. Alors, à mesure qu'au fil des années qui suivent, de plus en plus de sociétés missionnaires deviennent convaincues de l'intérêt qu'il y a à utiliser la médecine comme arme de l'évangélisation en Chine, on a une multiplication des postes de médecins missionnaires, notamment après 1860 et l'ouverture de l'ensemble du territoire chinois. Paul Unschuld liste ainsi 10 hôpitaux missionnaires en Chine en 1850, 61 en 1889, 362 au début du XXe siècle, auxquels il faut encore ajouter 244 dispensaires. Alors, ces médecins missionnaires, il y a plusieurs facteurs qui les incitent à réfléchir aux spécificités de la pratique médicale en Chine, à l'échelle de l'Empire chinois entier. Tout d'abord, le fait que leur mission, c'est d'évangéliser la Chine, le fait qu'ils passent leur carrière entière en Chine, parfois en bougeant d'un poste à l'autre, d'une région, d'une province à l'autre, et avec un apprentissage spécifique à ce terrain chinois, notamment linguistique, et surtout les efforts précoces de coordination de cette présence médicale missionnaires qui sont effectués dès les années 30 avec une première Medical Missionary Society in China qui ne marche pas très bien. Elle ne fédère jamais les médecins missionnaires au-delà du Guangdong. Mais en revanche, après 1886, la China Medical Missionary Association, au cœur de mon intervention, connaît un plus grand succès. Elle réunit au début 80 membres, plus de 500 en 1915 répartis dans tout l'Empire. Et ce qui elle m'intéresse, c'est qu'au sein de cette association, on a un certain nombre d'efforts pour systématiser le partage d'expériences et de savoir-faire entre les membres, entre ces différents médecins. Alors, bon, comment se joue ce partage d'expérience? Il passe d'abord par des conférences qui peuvent aussi bien être organisées à une échelle régionale qu'à une échelle impériale, avec tous les 2-3 ans des conférences générales qui rassemblent l'ensemble des membres de l'association. Vous voyez ici l'origine géographique des 40 délégués de la première de ces conférences générales en 1890 à Shanghai. Ici, l'origine des 160 délégués qui, 30 ans plus tard, se réunissent à Pékin pour une nouvelle conférence générale. Et vous voyez que ces conférences réunissent des missionnaires de plus en plus nombreux et qui quadrillent de plus en plus densément le territoire, ce qui en fait un lieu propice à des généralisations sur ce que c'est que faire de la médecine en Chine auprès de patients chinois. Ce partage d'expérience, il passe aussi par des enquêtes collectives, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont chapeautées par un Research Committee, un comité de recherche scientifique qui essaye d'embarquer l'ensemble des médecins missionnaires de l'association dans un certain nombre d'enquêtes scientifiques sur ces patients. Ça passe aussi par des correspondances entre les membres, la correspondance de la famille de médecins missionnaires Maxwell, qui est conservée à l'université de Birmingham, est tout à fait fascinante sur ce point. Mais le principal instrument de ce partage d'expérience, c'est le journal publié par l'association. On y trouve, par exemple, un certain nombre de rubriques qui sont explicitement destinées à faciliter ce partage d'expérience, comme cette rubrique Queries and Answers, ouverte en mars 1895, qui doit permettre, je cite, d'offrir à tous ceux qui ont besoin de conseils sur n'importe quel cas particulier l'occasion d'exposer synthétiquement leurs difficultés, pour qu'ensuite les plus expérimentés d'entre nous, c'est-à-dire ceux des médecins missionnaires qui œuvrent en Chine depuis le plus longtemps, puissent répondre à ces différentes questions.
Et puis, on a un certain nombre d'articles publiés par ces médecins missionnaires expérimentés qui essayent de synthétiser régulièrement les spécificités de l'exercice de la médecine en Chine. Je vous en cite pêle-mêle quelques-uns ici. La chirurgie en Chine en 1893, quelques principes généraux dans le traitement médical des Chinois en 1904, la consultation médicale parmi les Chinois en 1912, les patients chinois et leurs préjugés en 1917. En quoi ça consiste, ce savoir-faire de la pratique médicale en Chine? On y trouve aussi bien des éléments sur le vocabulaire qu'emploient les patients pour décrire les maladies dont ils souffrent, sur les superstitions qui seraient celles des patients chinois, sur leur pudeur, leur répugnance, notamment à la chirurgie et à l'amputation, sur leurs habitudes thérapeutiques et la meilleure manière de s'y prendre pour incarner le rôle de médecin face à eux. Alors tout ça, vous allez me dire, est très loin de la race. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que au sein de ce savoir-faire, de ce que c'est que faire de la médecine en Chine, il y a aussi la prise en compte d'un écart corporel entre les patients occidentaux et les patients chinois. Alors pour introduire ce dernier point, qui est au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, je commence par un article publié dans le journal par la médecin missionnaire Mary Glanton en 1903. « J'ai passé, écrit-elle, le plus gros de mes 2 premières années en Chine à découvrir que les mêmes maladies ne se manifestent pas de la même manière qu'en métropole, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, et que le traitement qui fonctionne parfaitement en métropole échoue ici, tandis que le traitement auquel nous n'avons presque jamais recours en métropole est ici très efficace. » Alors il faut préciser d'emblée que ce savoir-faire sur l'écart corporel entre patients occidentaux et patients chinois, il ne se résume pas aux quelques points qu'évoque ici Mary Glanton. Plus largement, dès qu'un médecin, dans sa pratique médicale, rencontre quelque chose qui le surprend, qui lui semble différent de ce à quoi il s'est habitué en apprenant la médecine en Europe ou aux États-Unis, dès qu'il rencontre ce type de surprise, il écrit à ses collègues, que ce soit par des correspondances ou par le biais du journal, pour leur demander s'ils retrouvent la même chose ailleurs en Chine. Et on voit que la Chine devient ainsi l'horizon de généralisation des réflexions de ces médecins sur ce qu'il y a de différent chez leurs patients, pour la simple et bonne raison, pas que la Chine serait a priori une catégorie raciale pertinente, mais pour la raison que l'association à laquelle ils appartiennent est organisée à l'échelle du territoire chinois. Alors je vais me concentrer malgré tout sur les 2 points qu'évoque Mary Glanton dans son article, une différence corporelle au niveau de la manifestation des symptômes de la maladie et une différence dans les traitements. Pour ce qui est des symptômes de la maladie, plusieurs médecins s'aperçoivent en Chine que leur capacité à déchiffrer le corps malade semble mise en échec, que la maladie semble obéir à une grammaire différente de celle à laquelle ils se sont habitués en Europe ou aux États-Unis. Et ça explique une enquête anthropométrique menée par la China Medical Missionary Association, qui est intéressante parce que cette enquête du début des années 1910, Fu Tia-Chen, que j'évoquais tout à l'heure, la cite comme étant révélatrice de la racialisation à laquelle se livrent les médecins missionnaires. C'est quoi cette enquête? Les médecins missionnaires, embarqués par le Research Committee, essayent de définir les standards physiologiques normaux de leurs patients. Ça veut dire à la fois la taille, le poids, le contenu gastrique, la composition de l'urine, et je vous en passe. Pourquoi définir ces standards physiologiques normaux? Pour savoir ce que c'est qu'un Chinois en bonne santé, pour être capable donc de mesurer l'écart pathologique, de savoir par contraste ce que c'est qu'un patient chinois malade. Alors, Fu Tia-Chen a raison de souligner que derrière cette enquête, il y a une conviction très raciste, que l'état normal d'un patient chinois correspondrait à un état pathologique chez un patient occidental. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette enquête, elle prolonge aussi ces réflexions de terrain sur une différence d'expression de la maladie entre patients occidentaux et patients chinois. Et surtout, ce qui est déterminant, c'est que l'échelle chinoise de cette enquête, elle ne tient pas au fait que les médecins chercheraient à définir une race chinoise à travers ces standards physiologiques, mais uniquement qu'ils cherchent à apprendre ce qu'ils doivent modifier de leur pratique désormais qu'ils ont des patients chinois à traiter et pas des patients occidentaux. Alors pour ce qui est du traitement, les médecins missionnaires soupçonnent régulièrement des réactions différentes au traitement, des réactions différentes aux opérations, aux anesthésiants, etc. Je vais me concentrer uniquement sur un cas extrême, des traitements qui sont impossibles en Europe et aux États-Unis et qui semblent fonctionner en Chine. C'est le cas particulièrement du traitement conservateur dans des cas où l'amputation s'impose.
Un patient arrive, se présente à l'hôpital avec des blessures si graves que, d'après ce qu'il a appris, le médecin missionnaire conclut que seule l'amputation peut lui sauver la vie, sauf qu'il y a une certaine répugnance à l'amputation en Chine. Le patient s'oppose. Dans le cadre de ce qu'on apprend aux médecins missionnaires à ajuster leur pratique en Chine, il y a le fait de prendre en compte cette répugnance à l'amputation. Le médecin accepte, bon gré mal gré, de ne pas amputer et, contre toute attente, le patient survit. Et ça amène un certain nombre de médecins missionnaires à soupçonner une résistance au traumatisme et à l'infection qui serait une caractéristique corporelle des patients chinois. Et c'est intéressant parce qu'on voit que c'est dans le cadre de cet ajustement de la pratique médicale en Chine, accepter de ne pas amputer un patient qu'on aurait amputé de gré ou de force en Europe. Dans le cadre de cet ajustement, ils en viennent à supposer un écart corporel entre patients chinois et patients occidentaux. Or, ce type d'expériences, elles sont, je vous en ai mis quelques exemples que je n'ai pas le temps de développer sur le PowerPoint, elles sont à l'origine de cette caractéristique de la physical vitality, la vitalité physique qu'on retrouve sous une forme très rigidifiée, très racialisée chez Arthur H. Smith à la fin du siècle. Et ça me permet, dernier point de cette présentation, d'aborder les liens entre ces savoirs de terrain et les savoirs anthropologiques du temps. Alors cette caractéristique, c'est pas un hasard si Arthur H. Smith s'en saisit, elle se prête très bien aux généralisations raciales, au point qu'en 1911, un sociologue états-unien, Edward Ross, part enquêter sur cette question en Chine. Il interroge 36 médecins missionnaires répartis un peu partout dans le pays. 33 lui confirment qu'effectivement, ils retrouvent cette caractéristique chez leurs patients. Et Edward Ross en tire une conclusion raciale. Les Chinois se distingueraient par une vitalité raciale spéciale qu'ils ont acquise au cours d'une élimination plus longue et plus sévère des moins aptes que celles que nos ancêtres d'Europe du Nord ont connues dans leur état civilisé. Donc là, on est en plein dans du darwinisme social très classique, même une survival of the fittest appliquée à ces patients chinois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Edward Ross est bien forcé de reconnaître que les médecins missionnaires qu'il a interrogés ne partagent pas cette lecture raciale, que pour eux, ça s'explique plutôt par des facteurs environnementaux, sociaux, alimentaires, etc. Et effectivement, quand on plonge dans la littérature de terrain produite par ces médecins missionnaires, on a toute une variété d'explications pour cette caractéristique comme pour toutes les autres qu'ils mentionnent, et que surtout, le plus souvent, les médecins missionnaires ne se préoccupent pas d'expliquer ces caractéristiques. Ils ne se préoccupent même pas d'en faire des caractéristiques chinoises, c'est-à-dire qui seraient valables pour l'ensemble des populations chinoises. Tout ce qui compte, c'est que ce soit vrai suffisamment souvent pour que ça vaille la peine d'être pris en compte dans leur pratique médicale ordinaire. Et plusieurs sont même méfiants envers des généralisations abusives sur la base de ces expériences. On a des écrits de médecins missionnaires qui disent « Attention, on peut généraliser uniquement sur les franges de la population chinoise qui se présentent dans nos hôpitaux, c'est pas tout le monde. » Et ils insistent aussi sur les nuances, que ce soit géographiques, sociales, ethniques, à prendre en compte avant de généraliser sur l'ensemble des populations chinoises. Donc, on voit que ce savoir produit sur le terrain, il s'agit de savoirs médicaux qui peuvent donner lieu à des généralisations raciales, mais dont ce n'est pas le but premier et qui peuvent aussi bien fournir la matière à ces généralisations qu'à leur nuance et à leur remise en cause. Alors, pour conclure, je vais revenir sur le titre de cette intervention, à l'ombre de la race. Si on prend ce terme de race dans le sens très extensif que lui ont donné notamment les Critical Race Studies, ça va de soi que c'est une catégorie suffisamment englobante pour que tout ce que je viens de raconter, ça rentre dans une histoire d'un processus de racialisation des populations chinoises. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que si on se contente de rabattre cette histoire sous cette étiquette de la racialisation, on se prive de la comprendre véritablement. Les médecins missionnaires de la China Medical Missionary Association ont bel et bien mobilisé des théories raciales dans leurs réflexions sur les spécificités corporelles chinoises. Mais si on s'en tient là, si on fait l'économie d'une analyse des enjeux professionnels qui les amènent à formuler des réflexions, à formuler ces réflexions dans le cadre d'un apprentissage de ce que c'est qu'exercer la médecine en Chine, on passe à côté de l'essentiel, on passe à côté de l'enjeu plus pratique que théorique qui guide ces réflexions et sur les conséquences que ça a sur la forme même de ces savoirs. Ce sont des savoirs où on se soucie moins de généraliser et d'expliquer les spécificités corporelles que ne le feraient par exemple des savoirs anthropologiques classiques. Et surtout, si on fait l'économie de cette histoire, on ne peut pas comprendre l'échelle
l'échelle chinoise, j'en reviens à ce point, à laquelle sont formulées ces réflexions. On est à une époque, il faut le rappeler, où pour les anthropologues de la Société d'anthropologie de Paris, par exemple, la race chinoise n'existe pas. Et donc, sur la base de ces seules classifications raciales, on ne peut pas justifier de réfléchir, comme le font ces médecins, à la réaction à tel ou tel traitement, à l'expression de la maladie, spécifiquement chez les patients chinois. Et la seule chose qui l'explique, ce ne sont donc pas ces classifications raciales, mais ce sont bel et bien les enjeux pratiques qui les guident sur le terrain. Alors, très rapidement, si j'ai jugé utile de parler de ça aujourd'hui, c'est que c'est en partie avec ces réflexions médicales sur les corps chinois que dialoguent les réformateurs nationalistes du début du XXe siècle qui introduisent la pensée raciale en Chine. Ces réflexions médicales, elles sont régulièrement citées par les historiennes et les historiens de la pensée raciale en Chine, et il me semble que c'est donc important de mesurer la place que les théories raciales occupaient au juste au sein de ces réflexions avant de conclure qu'elles ont juste été un vecteur de transmission de la race et de la pensée raciale en Chine. Je vous remercie pour votre attention.